Alors, est-ce que tu t'es déjà dit: «Si je ne suis pas utile, à quoi je sers?» Alors c'est le lot, de nombreuses femmes, d'hommes également, mais quand même principalement des femmes et pour ce qui me concerne, ce sont les derniers mots que j'ai exprimés à mes collègues le jour où je suis partie en arrêt de travail pour cause de burn-out. Donc c'est particulièrement fort et quand on en est rendu là, eh bien c'est qu'il est temps de se poser, les bonnes questions, en réalité. Donc c'est l'objet de la vidéo, d'aujourd'hui. Je vais développer, ce sujet-là parce qu'il me semble important et aussi parce qu'il me tient à cœur. Tout d'abord, cette notion de «je dois être utile, sinon je ne sers à rien», en fait, c'est devenu quelque part, en tout cas ça fait partie de notre identité. En tout cas, c'est ce qu'on croit et ça s'est fait au fil du temps, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors c'est lié notamment à un conditionnement, donc un conditionnement familial, sociétal, éducatif, scolaire, enfin. Pour ce qui me concerne, par exemple, ça a été, «Tu es l'aîné, tu dois t'occuper de ta sœur. Elle est plus jeune, donc tu es responsable de ta sœur». Même si ça s'explique, dans le cadre familial, les parents qui travaillent, l'obligation d'aller à l'école, enfin voilà, donc tout ça, ça s'explique. Mais on se rend pas compte des incidences et de comment ça s'est imprimé en nous finalement et donc des effets induits. Et progressivement, au fil du temps, cette notion-là, elle s'est en quelque sorte, développée, épaissie, nourrie et en fait, c'est comme si elle avait formé, autour de nous une espèce de bogue, une espèce de coque là, qui est venue se fondre avec ce qu'on croit, être, notre identité et au fil du temps, plus on avance dans la vie et plus elle pèse en fait, cette coque, hein. Elle est de plus en plus, lourde, hein, elle nous pèse de plus en plus et d'autant plus que, en réalité, ce n'est pas nous puisque c'est un conditionnement, donc c'est pour ça que ça pèse. Le deuxième point, associé à ça, c'est, la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Donc ça, c'est lié à notre peur, en fait, de perdre l'amour de l'autre et donc ça veut bien dire que si on fait ces choses qu'on attend de nous, en fait, si on les fait par peur de ce que l'autre pourrait, faire ou de ce que cela pourrait induire si on ne le fait pas, c'est bien qu'on n'est pas dans on le fait par amour, on le fait par peur. Et à partir du moment où c'est la peur qui nourrit, ce fonctionnement-là, ça peut qu'être toxique en réalité, hein. Et cette blessure de rejet et d'abandon, si on creuse, on va s'apercevoir, bon, elle a des origines dans la première partie, de notre vie, en général depuis notre naissance, mais en affinant, on va aussi, s'apercevoir, moi je l'ai vu, pour moi en faisant des consultations d'archives akashiques pour moi, mais également pour les autres, dans le cadre de séances, c'est que, ces éléments-là en général, on arrive pour partie avec, parce qu'il y a des origines, karmiques. On a vécu, dans d'autres vies, des traumas qui nous ont amenés à générer cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet et donc quelque part on arrive avec puisque c'est stocké au niveau de notre âme et puis on a le transgénérationnel également. Donc qu'est-ce qu'ont vécu nos grands-parents? Parce que souvent ça saute une génération et très souvent, quand on a ces blessures qui s'expriment de manière très importante, c'est qu'on cumule ces 3 éléments ou on en cumule 2 de cette vie et karmique, de cette vie et transgénérationnelle ou de cette vie karmique et transgénérationnelle. Troisième point, on a la notion de schéma. En fait, c'est-à-dire que cette approche, cette posture, ce positionnement, en fait, c'est devenu un schéma de fonctionnement. Et là encore, ce schéma de fonctionnement, il est lié à ce conditionnement, de début de vie, mais très souvent, il va avoir des origines également karmiques. Et donc ce schéma, en fait, nous fait croire que si on arrête de faire, eh bien, on n'est plus utile. Et surtout, il y a la peur de qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a, une absence de connaissance du fonctionnement si on ne le fait pas. Et donc, il y a une espèce de vide, hein, une espèce, de trou noir et ça, alors ça nous fait flipper, un maximum.
Alors ensuite, on a la perfection féminine. Le rôle des femmes dans la société, qu'est-ce qu'on attend d'elles? Là, on vient le plus souvent connecter avec du transgénérationnel, puisqu'en fait, dans cette société patriarcale, ça fait des générations et des générations que il est attendu des femmes. Précédemment, c'était qu'elles soient au foyer, qu'elles fassent tout ce qu'il fallait pour la famille, donc qu'elles soient utiles à la famille, et surtout qu'elles ne disent rien, qu'elles ne s'expriment pas, qu'elles le fassent de manière fluide, de manière engagée et voilà quoi. Et en plus, bon, quand on remonte sur les générations d'avant, nos grands-parents, on se retrouve dans les périodes de guerre, d'avant-guerre, avec des conditions de vie souvent difficiles. Et donc, ils ont eu des expériences de vie où, en fait, il s'est imprimé le fait qu'il faut être utile pour exister. Et si on n'est pas utile, alors là on éjecte en fait, hein, quelque part. Par exemple, moi pour ce qui me concerne, j'ai souvenir de ma grand-mère qui, en fait, m'avait expliqué, quand elle était petite, donc son père, décédé à 33 ans et en fait, elle s'est retrouvée chez les bonnes sœurs, très tôt, parce que sa mère, travaillait donc, pour, subvenir aux besoins de la famille et où elle devait être au service des enfants qui, avaient de l'argent donc et du coup, clairement elle en a mais bavé grave quoi. Je pense qu'il y avait en plus quelque chose d'un peu pervers parce qu'en fait, elle ne supportait plus, toutes ces femmes, d'église en fait. Il y avait vraiment, on sentait de la colère, hein, vis-à-vis de ça et bah, ça typiquement, c'est un schéma qui a été transmis quand même. Il faut faire pour exister, même si effectivement ça génère des émotions de colère et là ça vient vraiment connecter avec moi puisqu'en fait, je suis rentrée dans ce schéma-là comme beaucoup de gens, sauf que moi ça résonnait pas juste à l'intérieur et donc je faisais ce qu'on attendait de moi, mais clairement, je renvoyais à tout le monde que ça ne me plaisait pas. Mais pour autant, j'ai toujours fait les choses. Donc c'était pas forcément confortable pour les autres, pour ceux qui attendaient que je fasse ces choses-là, que ce soit en milieu familial ou pro ou perso, voilà. Mais dès lors qu'on met des attendus forts sur moi et que ça ne matche pas avec ce que je pense juste et nécessaire, eh bien ça frite intérieurement et donc ça se ressent dans ce que je renvoie quelque part autour de moi. Et ce qui n'empêche pas que j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi, sans en être vraiment consciente finalement de ça, jusqu'à 45 ans à peu près. Alors ensuite, un autre point qui vient intervenir, c'est la notion de loyauté. Donc on a besoin, on a vraiment ce marqueur-là d'être loyal vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de notre employeur, vis-à-vis de nos collègues, enfin pour être reconnu comme quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui le vaut bien, comme le dit la publicité. Et ça, c'est terrible. Enfin, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pertinent d'être loyal vis-à-vis de tout un chacun ou vis-à-vis de tout attendu finalement? Et être loyal vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc ça, suivant les gens, c'est plus ou moins marqué. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est assez fort. Et là, effectivement, moi, je m'étais rendu compte que dans mes aïeux, il y avait beaucoup de fonctions occupées par ces derniers qui faisaient entrer cette notion-là, avec beaucoup de fonctionnaires qui permettent à la société de fonctionner. Quand on remontait plus loin, il y avait des nobles en fait. À une époque, la vraie noblesse, hein, pas celle qui est pervertie, elle faisait vœu en fait. Il y avait une notion d'éthique qui était très très forte en fait, hein. Et donc pour ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai hérité également. Et ce qui est important également à conscientiser, c'est que lorsqu'on est loyal vis-à-vis d'autres personnes ou d'autres causes, on va dire, que celles qui nous semblent justes, eh bien en fait, en réalité, on est déloyal vis-à-vis de nous. Et ça, c'est l'horreur, quelque part. C'est le pire de ce qu'on puisse faire. Et donc,
Au final, la question de fond, c'est, pourquoi on en est là? Pourquoi on fait tout ça? Et en réalité, si on est, honnête avec soi-même, on s'aperçoit qu'on est dans un processus de fuite en avant. On est comme un mulot, hein, qui court, dans sa cage là, qui tourne et on court, on court, on court, on n'avance à rien finalement. Le fait de faire en permanence, au lieu d'être, ça nous permet de fuir la question de fond et c'est d'aller voir pourquoi on en est là. Alors, c'est sûr, il y a la notion de temps, on n'a pas le temps et cetera, mais en vrai, quelque part, ça nous arrange aussi. Comme ça, on va pas voir parce que aller voir ça, c'est pas confortable, clairement, dans un premier temps. Après, une fois qu'on va avoir, été alors va falloir y aller à plusieurs reprises par étapes, hein, c'est comme les oignons avec les différentes couches, hein, on va avoir les macro-couches et puis on rentre dans les micro-couches petit à petit pour aller, démystifier tout ça, aller apporter de la conscience et progressivement aller à la quête de soi et laisser tomber ce qui n'est plus nous, ce qui n'a jamais été nous, mais dont on ne le savait pas vraiment. Et les conséquences de cet, oubli de soi-même, de le fait de se nier quelque part, eh bien, c'est une perte, de libido, c'est une perte d'élan, une perte d'envie, une perte de vitalité. On est, quelque part, vidé de ce que l'on est parce qu'en fait, ce qui nous tient, c'est cette coquille, cette bogue que l'on a mis autour de nous d'une identité qui n'est pas nous et où en fait, on entretient en permanence le fait de faire au lieu d'être, mais parce qu'on ne sait même pas qui l'on est. Et l'autre caractéristique, c'est le besoin de contrôle et ça, je me reconnais très bien là-dedans. C'est que en fait, pour arriver à faire tenir, cette, illusion de soi-même, eh bien, on rentre dans un contrôle, permanent, une recherche de perfection et une espèce de recherche de maîtrise de ce qui nous arrive, de comment c'est fait, de la relation à l'autre. Mais en fait, ça aussi, alors ça nous consomme une énergie de dingue et c'est confortable pour personne, ni pour nous, ni pour les autres et ça contribue à s'oublier, un peu plus chaque jour, voilà. Donc le portrait, il n'est pas très heureux, mais à un moment donné, si on veut avancer, si on veut se donner la chance, l'opportunité de pouvoir se libérer de ce carcan, de cette fausse identité, de ces schémas, hérités ou construits, au cours de cette vie, eh bien, va falloir aller voir. Voilà. Et pour chacun, ça sera différent, l'histoire sera différente, la forme sera différente. Mais pour tous, c'est la même chose, c'est prendre son courage à 2 mains, avoir conscience que c'est une étape à consommer et que derrière, une fois qu'on arrive à se libérer de ça, à laisser tomber tout ça, eh bien, on commence à se reconnecter à soi, à pacifier donc son histoire et ça, c'est le début d'un chemin d'épanouissement magnifique. Donc voilà pour, ce que je voulais vous dire, aujourd'hui. Donc je pense que vous l'aurez remarqué, je me dévoile, je vous parle de ce qui me touche, profondément. Je pense que ça fait partie de mon chemin de guérison, de pouvoir, et ça m'émeut, de pouvoir partager ça, avec vous et pouvoir le partager avec moi-même finalement, parce que ça c'est important. Et je vous propose d'aller, un petit peu plus loin et qu'on aille voir, par canalisation, ce que donne cette thématique-là, ce sujet-là. Alors, canalisation sur le sujet, donc je suis utile, donc je mérite d'exister quand les femmes confondent amour, devoir et oubli de soi. Donc, c'est une canalisation des archives akashiques qui se fait via ma conscience. Alors, première question, quelles sont les raisons physiques, émotionnelles et spirituelles d'une telle posture de vie? Y a-t-il d'autres origines à connaître et à explorer? Donc là, ça me dit que
On a déjà, bien déblayé, le sujet. Mais ce qu'il y a à comprendre également, c'est que c'est un choix de l'âme que, d'expérimenter, ce schéma-là. Et c'est une forme de mise sous contrainte en réalité. Donc c'est comme une contrainte, extérieure, quelque chose qui vient, comprimer l'être pour le mettre dans une situation quelque part où à un moment donné, il est obligé de réagir, obligé, d'aller chercher les ressources à l'intérieur de lui pour, trouver des réponses et des réponses, intimes, des réponses profondes, des réponses, justes et que si, ce cadre n'était pas aussi enfermant, aussi violent pour l'être, quelque part, eh bien, le travail, ne pourrait pas se faire de manière aussi, qualitative. Et donc, les êtres qui vivent ce schéma-là, ils ont choisi leur terrain d'incarnation, donc ils ont choisi leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. En tout cas, c'était un choix collaboratif de s'incarner, ensemble et de vivre cela. Et donc, il n'y a pas de regret à avoir vis-à-vis des choix de parents et autres, qui sont les siens. Il n'y a pas de colère à avoir ou de frustration. Tout est juste en fait. C'était nécessaire et les parents ont accepté de jouer ce rôle-là parce qu'eux aussi, dans le cadre de leur contrat d'incarnation, ils avaient d'autres choses à comprendre et à investiguer. Donc en fait, c'est une démarche collaborative d'incarnation et donc tout est juste, voilà. Donc lorsque l'on chemine dans cette voie-là, à un moment donné, il y a à faire la paix avec ses parents et autres si, c'est nécessaire, si on nourrissait des émotions toxiques, voilà, d'une manière générale. Il y a à pacifier sa relation avec son histoire, c'est-à-dire qu'il fallait en passer par là et donc quelque part, il y a à remercier, à être en gratitude, de cela. Et comme, ça nous est dit, régulièrement, il n'y a jamais de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences et ce sont des choix de l'âme, des choix de la conscience. Voilà, donc c'est porté à notre, connaissance avec l'appui des énergies, donc des archives akashiques là qui sont ouvertes pour, faciliter cette conscientisation-là pour, tout un chacun qui regardera la vidéo. Ce qui m'est dit également, c'est que donc cette, guérison que on est en train d'opérer à titre individuel chacun, alors chacun à sa vitesse, chacun au moment où c'est opportun. En fait, ça permet également de cheminer sur le plan du collectif parce qu'au niveau de l'humanité, on a, ce schéma-là qui est décliné également, au niveau du collectif et donc c'est aussi pour ça que c'est aussi lourd à vivre, En fait, l'humanité, croit donc c'est-à-dire, beaucoup d'humains, croient qu'il faut travailler, il faut d'ailleurs, il faut, voilà. Que, la vie est difficile, que, ça se mérite. Il y a une programmation en fait, de l'humanité. Oh! Donc ça, c'est une programmation, externe, hein, qui a été posée sur l'humanité pour qu'elle, travaille et pour qu'elle nourrisse, émotionnellement et par, son action de faire, qu'elle nourrisse d'autres êtres, d'autres systèmes, qui sont en plus basse fréquence. Et donc pour que l'humanité accepte de le faire, il fallait qu'elle ait, ces schémas-là. Donc on les retrouve notamment, ces schémas-là dans la matrice, mais pas que. Ça me parle d'implants également qui ont été, posés. Mais avec la montée en fréquence de la Terre, la montée en conscience, des hommes et donc de l'humanité, d'une manière générale, en fait, c'est en train de tomber naturellement. Ouais, je vois des choses qui tombent, donc des implants, c'est une image, hein, parce que voilà, mais plus, on va, faire ce travail-là, plus on va se libérer de cette vision, cette conception erronée de la vie, cette vision erronée de l'être humain, de son rôle en fait ici sur terre, et bien plus ces systèmes artificiels qui venaient, inhiber l'humanité tombent, d'eux-mêmes. En fait, c'est comme si c'était plus nourri et donc du coup, bah, ils tombent.
Donc le moment est juste d'avancer sur ces questions-là et le fait que certains y travaillent, ça initie les autres en fait. Il y a comme des encodages de libération qui se transmettent de grille, d'aura à aura entre les personnes qui se côtoient. C'est comme un virus, favorable. C'est comme un antivirus, quelque part, qui se propage, qui est celui d'une libération des schémas et notamment de celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on a à comprendre pour pouvoir faire évoluer cette posture, cette approche, cette philosophie de vie qui nous anime? Eh bien, c'est de répondre à ces appels profonds, ces envies profondes. Alors ça me parle surtout de créativité dans tout, hein. Écrire, chanter, art créatif. Donc l'important c'est, finalement d'être dans une activité qui cette fois-ci nourrit l'être, parce que l'être, c'est comme si au moment où il faisait cette activité-là, c'est pas comme si d'ailleurs il le fait, il va se connecter intérieurement, par le chakra du cœur, en fait, il va se connecter à son âme, en fait. Il va se connecter à son âme et à sa conscience et donc en fait, ça lui permet de mettre en circulation, beaucoup, beaucoup de choses, donc de l'informationnel. En fait, c'est comme si quand il faisait ça, il se branchait à un réseau, ça me parle de réseau sanguin, mais de connexion à soi, mais à soi, âme, conscience, hein, corps, âme, esprit du coup, mais également à ces autres parties de soi-même dans d'autres plans et que du coup ça permet, une circulation, fluide, informationnelle, des compétences et donc on s'aide soi-même à évoluer, à guérir, à cheminer et en même temps on aide ces autres parties de nous-mêmes ailleurs. Parce qu'en fait on envoie ah oui d'accord, on envoie dans le réseau du bien-être en fait et on envoie donc des éléments positifs quelque part, en tout cas nourrissants, qui vont être aidants pour les autres parties de nous. Alors qu'avant on était coupés, voilà. Et plus on fait ça et plus, on se sent bien et plus on chemine. Alors maintenant, quel est le message des guides à notre intention concernant, ce schéma, cette, pensée-là? Cette façon de faire qui est de croire que l'on est utile que si on fait et que l'on est méritant uniquement en lien avec, ses actions envers les autres, envers le système, donc qui nourrissent les besoins des autres. Alors les guides, nous disent que, donc même si c'est, inconfortable de prime abord, on rentre quand même dans des notions qui sont beaucoup moins lourdes, qui sont beaucoup plus, faciles à transmuter parce que là, on n'est pas sur du trauma, on est sur du schéma, donc ce qui est très puissant, hein, dans son action, mais qui va générer beaucoup moins, d'amplitude émotionnelle difficile à supporter que lorsqu'on est sur du trauma et qu'en cheminant sur cet aspect-là, on va se donner des bases solides pour aller, ensuite guérir, les traumas qu'on n'a pas pu encore aller voir parce que c'est plus dur. Donc en fait, c'est comme si on crantait, hein, on crante en fondation quelque part. C'est comme si on mettait des fondations, solides progressivement qui vont faire que sur cette assise-là, on va pouvoir, beaucoup plus facilement, aller, transmuter, le volet karmique qui est, hyper bloquant pour nous et pour l'évolution de l'humanité en sachant que c'est un passage, nécessaire, un passage obligé pour pouvoir aller vers la 5e dimension. Parce qu'en fait, il faut faire un gros ménage, il faut vraiment nettoyer tout ça et en faisant ça, on transmute du trauma en compétences et donc du coup, on s'élève, fortement, on s'allège. Là, j'ai une image, c'est comme, quelqu'un qui fait un sprint, hein. Le plus dur, c'est le démarrage en fait. C'est dans les starting blocks de mettre sa masse en mouvement, prêt ensuite, à chaque foulée, aller un peu plus loin et un peu plus vite quelque part, mais le plus dur, c'est de mettre sa masse en mouvement, donc c'est le démarrage. Et donc, beaucoup d'humains et donc l'humanité s'est lancée dans cette, course en fait, cette avancée, vers, cette, nouvelle étape d'évolution de l'humanité qui est ce passage en 5D et en fait la mise en mouvement elle s'est faite. Maintenant il y a, à poursuivre chaque foulée et à avancer avec, détermination, avec,
je ressens le truc mais j'ai pas le mot, avec la foi, avec, l'envie parce que, quelqu'un qui fait une course comme ça, en fait, le fait de se donner à fond dans ce processus qui est court, ah oui, c'est pour ça qu'il me parle de sprint, en fait, hein. On est dans la dernière ligne droite et en fait, quand on est dans ce processus-là, on génère des endorphines, on génère des hormones, en fait, d'adrénaline et autres, enfin, on génère tout un tas de substances dans notre corps qui, un, vont nous aider, 2, nous font du bien, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont addicts au sport, extrême et voilà, parce qu'ils sont addicts à ces hormones-là de plaisir quelque part et en fait, quelque part dans ce processus, c'est la même chose pour nous et donc plus on va avancer et plus on va être dans un mécanisme fluide et presque agréable, même s'il est dans l'effort, il va être quand même presque, agréable parce qu'on va avoir mis en mouvement, des éléments qui vont être favorables, être agréables, générer du plaisir, enfin voilà. Ouais, en fait, quand on regardera derrière nous, qu'on verra le chemin parcouru, on va être en gratitude et on va être, alors fier, le mot est pas bon, mais on va être vraiment content de nous et ça va nous motiver pour, vraiment le final en fait, hein, pouvoir aller jusqu'à, la ligne d'arrivée. Donc on est en plein dedans. Voilà. Voilà pour, cette vidéo différente, format différent, canalisation directe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai gardé les yeux ouverts, même si j'ai pas regardé l'objectif. J'ai gardé les yeux ouverts, donc ça chemine, fortement, pour moi également. Donc c'était Stéphanie de la chaîne Pansement de l'âme. Vraiment contente que vous soyez là, pour vivre ce processus de transformation avec moi, et dans cette perspective de changement de paradigme, voilà. Donc merci à vous, je suis trop contente et à très vite. Namasté.